Pendant la guerre froide, la force de frappe blindée la plus agressive d'Europe ne portait pas le drapeau américain, mais canadien. Chapitre 1. L'illusion pacifique. Il existe une image tenace, presque universelle, ancrée dans l'inconscient collectif lorsque l'on évoque le Canada. Celle d'une nation bâtie sur l'immensité de ses espaces enneigés, d'un peuple défini par sa diplomatie douce et d'une armée indissociable du concept même de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. C'est le pays du sirop d'érable, de la courtoisie internationale et des casques bleus. Mais l'histoire militaire est souvent tissée de paradoxes vertigineux. Derrière cette façade de neutralité bienveillante, soigneusement entretenue sur la scène diplomatique mondiale, se cachait une réalité géopolitique beaucoup plus sombre, forgée dans l'acier et conçue pour l'apocalypse. Nous sommes au cœur des années 1970 et 1980. Le monde est scindé en deux blocs irréconciliables. Le rideau de fer n'est pas qu'une métaphore politique, c'est une cicatrice physique et lourdement militarisée qui balafre le continent européen. À cette époque, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, fait face à une menace d'une ampleur terrifiante. Les services de renseignement occidentaux savent que si la Troisième Guerre mondiale doit éclater, elle ne commencera pas par un échange nucléaire immédiat, mais par une déferlante mécanique écrasante. Le scénario est connu, analysé et redouté par chaque officier en poste en Allemagne de l'Ouest. Une invasion terrestre, lascive, orchestrée par les forces du pacte de Varsovie, traversant des points stratégiques comme la trouée de Fulda ou les plaines d'Allemagne du Nord. Pour contrer cette menace existentielle, l'Alliance Atlantique a besoin de troupes capables de tenir la ligne, d'encaisser le premier choc, mais surtout de contre-attaquer avec une violence inouïe. Les États-Unis déploient leurs divisions massives, les Britanniques mobilisent l'armée du Rhin et les Allemands de l'Ouest préparent la défense de leur propre sol. Pourtant, dans cette équation mathématique de la destruction mutuelle, une pièce maîtresse va échapper au calcul primaire des stratèges soviétiques. Une force expéditionnaire relativement modeste en nombre, mais dotée d'une doctrine de combat si féroce et d'un matériel si spécifique qu'elle allait devenir l'une des unités les plus redoutées par l'état-major de l'armée rouge. Cette force ne venait ni de Washington ni de Londres. Elle venait du nord de l'Amérique et elle s'apprêtait à déployer sur le sol européen une génération de prédateurs mécaniques qui allaient redéfinir l'art de la guerre blindée, les chars Léopard canadiens et leurs escortes rapides, les blindés de la famille AVGP. Chapitre 2. L'ombre rouge sur l'Europe. Pour comprendre l'importance cruciale de l'arsenal canadien, il faut d'abord plonger dans l'abîme psychologique de cette époque. L'Europe de la guerre froide vit sous une épée de Damoclès permanente. De l'autre côté de la frontière intérieure allemande, le groupement des forces soviétiques en Allemagne représente la plus grande concentration de puissance militaire en temps de paix de l'histoire humaine. La doctrine militaire soviétique repose sur un concept simple, brutal et d'une efficacité glaçante. La guerre de choc en profondeur. L'URSS et ses alliés du pacte de Varsovie alignent des dizaines de milliers de chars de combat. Des marées de T-55 et T-62 vieillissants, mais surtout des vagues ininterrompues des nouveaux T-64 et T-62. Des machines basses, lourdement blindées, équipées de canons à âme lisse capables de percer les blindages occidentaux à grande distance. Les planificateurs du Kremlin ont calculé qu'en cas de conflit ouvert, la victoire reposerait sur la vitesse et la masse. Leurs armées de chars doivent submerger les défenses de l'OTAN avant que l'Occident n'ait le temps de prendre la décision politique d'utiliser l'arme nucléaire tactique. C'est ce que l'on appelle le rouleau compresseur rouge. Face à cette asymétrie numérique effarante, l'OTAN réalise que tenter de rivaliser char pour char avec l'Union soviétique est une bataille perdue d'avance. L'économie et la démographie occidentale ne peuvent soutenir une telle course à la quantité. Le haut commandement atlantique adopte donc une stratégie différente. La qualité contre la quantité, la précision absolue contre le tir de barrage et la manœuvre fulgurante contre l'avance frontale. Les armées de l'OTAN doivent être capables d'engager les formations soviétiques à très longue portée, de détruire plusieurs cibles en quelques secondes et de se replier avant que l'artillerie ennemie ne pulvérise leur position. C'est dans ce contexte de tension extrême que le corps blindé canadien fait face à une crise existentielle. Jusqu'au milieu des années 1970, le Canada déploie en Europe des chars Centurion d'origine britannique. Bien qu'ayant été de formidables machines de guerre dans les années 1950, avec leurs redoutables canons de 105 mm, les Centurions canadiens sont désormais obsolètes. Ils sont trop lents, trop lourds, et surtout, ils manquent des systèmes de conduite de tir modernes nécessaires pour opérer la nuit ou dans le brouillard toxique d'un champ de bataille chimique. Les équipages canadiens, bien que parmi les mieux entraînés au monde, savent pertinemment que s'ils doivent affronter les hordes de T-62 avec leurs vieux Centurions, leur espérance de vie ne se comptera qu'en minutes, il devient vital, urgent, presque désespéré, de trouver un nouveau prédateur d'acier. Le choix de ce nouveau char allait surprendre tout le monde et jeter les bases d'une doctrine militaire fascinante. Chapitre 3. Le choix du prédateur. Lorsqu'une nation doit renouveler sa flotte de chars de combat, le choix est rarement purement technique. Il est profondément politique. Naturellement, les pressions affluent.
Les États-Unis proposent leur série M60, des colosses imposants, tandis que la Grande-Bretagne offre son lourd Chieftain, conçu comme un bunker mobile redoutable en posture défensive. Mais l'état-major canadien, conscient de sa mission spécifique en Allemagne de l'Ouest, refuse l'évidence. Il ne cherche pas un char lourd, conçu pour une guerre de tranchées modernisée, il cherche un chasseur. Le regard se tourne alors vers l'Allemagne de l'Ouest et une philosophie d'ingénierie qui prend à contre-pied la pensée blindée traditionnelle. Les ingénieurs allemands de Krauss-Maffei ont conçu un char basé sur un postulat radical. Sur un champ de bataille saturé d'armes anti-chars modernes et de missiles guidés, aucun blindage ne peut garantir la survie absolue. Plutôt que de construire une forteresse lente, ils ont créé un athlète de haut niveau. Ce char privilégie la mobilité extrême, la furtivité tactique et une puissance de feu dévastatrice couplée à des optiques de précision. Son mantra est simple, ne pas être vu et si l'on est vu ne pas être touché en frappant le premier avec une précision chirurgicale. Ce char, c'est le Léopard 1. Le Canada prend la décision audacieuse de commander plus d'une centaine de ces machines, qui seront modifiées et baptisées Leopard C1, avant d'évoluer plus tard vers le standard ultime, le Leopard C2. C'est une révolution culturelle pour l'armée canadienne. En adoptant l'ingénierie allemande, le Canada embrasse une nouvelle forme de guerre. Le Léopard permet de pratiquer une doctrine de défense agressive. Les équipages ne sont plus condamnés à attendre l'ennemi dans des positions statiques. Ils sont désormais équipés pour mener des opérations de harcèlement, des attaques de flanc à haute vitesse et des embuscades dynamiques dans les forêts denses et les vallées escarpées de la forêt noire. Cependant, le commandement sait qu'une armée moderne ne peut reposer uniquement sur des chenilles. Le char principal de bataille a besoin d'éclaireurs, d'infanterie mécanisée d'accompagnement et de véhicules de soutien capables de suivre son rythme effréné. C'est ici qu'intervient une autre innovation majeure, une anomalie tactique qui va compléter l'arsenal et parfaire le catalogue de cette force de frappe. La création du programme AVGP, pour Armored Vanguard General Purpose, ou véhicules blindés d'avant-garde à usage général. Une flotte de véhicules à roues, légers, rapides et polyvalents, conçus spécifiquement pour opérer en symbiose avec les lourds léopards. L'intégration de ces deux systèmes d'armes va transformer la brigade mécanisée canadienne en une entité mortelle. Chapitre 4. L'arsenal canadien. Pour mesurer l'impact psychologique de cette force, il faut en ouvrir le catalogue technique, véritable vitrine d'une ingénierie de la mort optimisée. Au sommet de la chaîne alimentaire trône le Léopard. Dans sa version originelle canadienne, puis dans son évolution C2, ce n'est pas simplement un véhicule, c'est un système de combat intégré. Son cœur est le canon rayé Royal Ordnance L7 de 105 mm. Une merveille de balistique capable d'expédier des flèches d'uranium appauvri ou de tungstène à des vitesses supersoniques, perforant le blindage soviétique à plus de 2 km de distance. Mais la véritable magie du Léopard C1, et plus tard du C2 équipé de la tourelle avancée du Léopard 1.5, réside dans son cerveau électronique. Le char est doté d'un télémètre laser couplé à un ordinateur de contrôle de tir, sophistiqué. Pour la première fois, un équipage canadien peut verrouiller une cible en mouvement, rouler à plus de 60 km/h sur un terrain accidenté et placer un obus avec une précision millimétrique du premier coup. Le char voit dans l'obscurité totale grâce à des caméras thermiques avancées, transformant la nuit de l'Europe centrale, autrefois refuge des blindés soviétiques, en un vaste champ de tir illuminé. Avec ses 42 tonnes propulsées par un moteur V10 polycarburant rugissant à plus de 800 chevaux, le Léopard canadien n'attend pas la guerre. Il bondit vers elle. Autour de ce mastodonte s'articule la meute des AVGP, une famille de blindés à 6 roues motrices inspirée du Mohawk Piranha suisse. Le plus emblématique est le Cougar, un hybride fascinant. Équipé d'une tourelle empruntée au véhicule de reconnaissance britannique Scorpion et armé d'un canon de 76 mm, le Cougar sert à la fois de formateur de tir pour les équipages de chars et d'unités de reconnaissance armées. Rapide, silencieux sur l'asphalte allemand, il est conçu pour l'escarmouche, repérant les colonnes soviétiques et relayant les coordonnées avant de disparaître. À ses côtés, le Grizzly transporte l'infanterie mécanisée au cœur du chaos. Armé de mitrailleuses lourdes et conçu pour protéger les soldats des tirs d'armes légères et des radiations, il permet à l'infanterie de suivre l'avancée fulgurante des chars. Enfin, le Husky opère dans l'ombre, servant de véhicule de récupération et de maintenance, garantissant que cette mécanique complexe ne s'arrête jamais de tourner. Cet écosystème blindé, mélangeant la puissance d'arrêt écrasante des chenilles allemandes et l'agilité tactique des roues suisses sous commandement canadien, crée une force modulaire unique au sein de l'OTAN. Une force prête à être déployée sur la ligne de faille la plus dangereuse du monde. Chapitre 5. La ligne de front inattendue. La théorie de l'ingénierie doit toujours survivre à l'épreuve de la géographie. Pour les forces armées canadiennes, cette géographie se trouve dans le sud de l'Allemagne de l'Ouest, principalement autour des bases de Lahr et de Baden-Solingen. C'est ici, au cœur de l'Europe continentale, que stationne le 4e groupe brigade mécanisée du Canada, ou 4 CMBG. Les soldats de cette unité ne sont pas de simples conscrits effectuant leur service militaire.
L'armée canadienne est alors une armée professionnelle, composée exclusivement de volontaires hautement qualifiés. L'existence quotidienne du 4 CMBG est rythmée par une tension paranoïaque. La doctrine de l'OTAN dicte que cette brigade n'est pas une force de réserve de seconde ligne. En cas d'invasion soviétique via la plaine de la Trouée de Fulda ou les vallées de la Forêt Noire, les chars canadiens des régiments d'élite, tels que les Royal Canadian Dragoons ou le Lord Strathcona's Horse, ont une mission suicidaire. Ils doivent agir comme une force de couverture et d'arrêt. Leur rôle est d'engager les éléments de tête des divisions blindées du pacte de Varsovie, de détruire un maximum de véhicules ennemis pour ralentir leur progression et d'acheter du temps avec du sang et de l'acier pour permettre l'arrivée des renforts américains. Pour survivre à ce scénario cauchemardesque, l'entraînement des équipages canadiens atteint des niveaux de brutalité psychologique et de perfectionnisme technique inédits. Dans la boue verglaçante des polygones de tir allemands comme Hohenfels ou Grafenwöhr, ils répètent inlassablement la manœuvre du shoot and scoot. Tirer, reculer, changer de position sous le couvert de fumigène et frapper à nouveau depuis un angle inattendu. Cette maîtrise absolue de leur matériel culmine lors du Canadian Army Trophy, la compétition de tir de char la plus prestigieuse de l'OTAN. Contre toute attente, face aux mastodontes logistiques américains, britanniques et allemands, ce sont très souvent les équipages canadiens, avec leurs léopards, qui raflent les premières places, affichant des taux de coups au but du premier tir qui défile en temps. C'est précisément cette excellence technique qui va créer une anomalie stratégique majeure. Chapitre 6. Le jeu de la dissuasion, le paradoxe ultime de cette époque, réside dans la nature même de la dissuasion. Une arme n'est efficace que si l'ennemi craint sincèrement que vous l'utilisiez avec une efficacité létale. Et c'est ici que l'histoire du blindé canadien devient fascinante. Sur le papier, les quelques escadrons de chars canadiens déployés en Allemagne ne représentent qu'une goutte d'eau face à l'océan des blindés soviétiques. Les mathématiques pures indiquent qu'ils devraient être balayés en quelques heures. Pourtant, les archives déclassifiées du renseignement soviétique révèlent une histoire très différente. Les stratèges du Kremlin et les officiers du GRU, le renseignement militaire soviétique, n'analysaient pas seulement les quantités, ils étudiaient les capacités réelles. Les observateurs soviétiques savaient parfaitement qui se trouvait en face d'eux. Ils analysaient les résultats fulgurants des Canadiens lors des compétitions de tir de l'OTAN. Ils étudiaient la doctrine agressive et la fluidité avec laquelle les Léopards et les AVGP canadiens opéraient de concert. Contrairement aux armées de conscrits soviétiques, souvent rigides et dépendantes d'ordres stricts venus du haut commandement. Les équipages canadiens étaient encouragés à faire preuve d'initiative individuelle. Un sergent, commandant un Léopard canadien, pouvait improviser une embuscade mortelle, sans attendre l'autorisation d'un général. Cette imprévisibilité, combinée à une technologie de visée supérieure, terrifiait les planificateurs soviétiques. Dans les simulations de guerre du pacte de Varsovie, les fameux Kriegspile, le secteur tenu par le 4e groupe brigade canadien n'était pas considéré comme un point faible à exploiter, mais comme une zone de friction à haut risque, un point dur. Les officiers soviétiques savaient qu'une percée dans le secteur canadien coûterait un nombre de véhicules disproportionné, risquant de briser l'élan crucial de leur offensive globale. Le char canadien, par sa seule présence silencieuse dans les forêts brumeuses de Bavière, opérait une dissuasion psychologique d'une puissance inouïe. La petite nation pacifique d'Amérique du Nord avait imposé le respect absolu à l'armée rouge en maîtrisant l'art de la guerre mécanique mieux que l'ennemi lui-même. Chapitre 7. L'héritage de l'acier molle, Prior. Le mur de Berlin est tombé en 1989 et l'Empire soviétique s'est effondré de l'intérieur, silencieusement, sans que l'apocalypse blindé tant redouté n'ait lieu. Les moteurs des chars de l'OTAN se sont éteints et les forêts allemandes ont retrouvé leur quiétude. Le 4e groupe brigade mécanisé du Canada a été rapatrié et les formidables escadrons de Léopard ont quitté le sol européen. Pour beaucoup, c'était la fin de l'histoire, la mise à la retraite d'une relique d'une guerre qui n'a jamais existé. Mais l'ingénierie d'exception a la vie dure. Le Canada, conscient de la valeur de sa flotte, a procédé à une mise à niveau majeure, transformant ses vieux Léopard C1 en la version ultime, le Léopard C2. Le char a été équipé d'une tourelle moderne, d'optique thermique de dernière génération et plus tard d'un surblindage modulaire massif appelé Mexas. Ironiquement, ce monstre d'acier, conçu exclusivement pour détruire des colonnes de T-72 dans le froid mordant de l'hiver européen, allait connaître son baptême du feu des décennies plus tard, à des milliers de kilomètres de là, dans la poussière étouffante et la chaleur écrasante des déserts de l'Afghanistan. Là-bas, le Léopard C2 prouvera une fois de plus la supériorité terrifiante de sa conception initiale, protégeant l'infanterie canadienne contre des menaces asymétriques imprévisibles. L'histoire du Léopard et des blindés AVGP canadiens en Europe est bien plus qu'une simple anecdote technique au sein du grand récit de la guerre froide. C'est l'histoire d'un paradoxe géopolitique magistral. Elle nous rappelle qu'une nation peut porter la voix de la paix sur la scène internationale, tout en aiguisant dans l'ombre l'une des lames les plus tranchantes du monde libre. Pendant des décennies, alors que le monde entier regardait vers Washington et Moscou, l'un des verrous les plus solides empêchant la destruction de l'Europe arborait une feuille d'érable. Un prédateur silencieux,
patient, oublié par la culture populaire, mais dont l'ombre menaçante a suffi à faire trembler l'Empire soviétique, sans jamais avoir eu besoin de tirer le premier obus.